je crois que la gale est devenue rare. La rougeole sont devenues rares, au moins dans les grandes métropoles. Mais la deuxième phase, les enfants chauffent encore beaucoup. Les femmes ont encore mal au bas-ventre et elles saignent encore. L'accouchement est encore difficile et dangereux. C'est difficile de demander à l'État de nous équiper en orthopédie. Et nous demandons maintenant au privé de le faire. L'un des projets à venir, vous demandez ce que je vais faire, c'est de m'associer avec ceux qui veulent qu'on équipe un grand service d'orthopédie, un grand hôpital d'orthopédie. Si vous voulez, un peu privé. Si l'État veut participer, on aura avec l'État. Mais on ne peut pas insister pour que l'État atteigne le matériel d'orthopédie alors que les enfants convulsent. Non, la pédiatrie et la gynécologie et l'obstétrique sont prioritaires, pour être honnête. Parce que je me suis confronté à ce problème, là-bas dans le système du prêtre catholique qui m'a récupéré. Alors, prof, avant de prendre la transition pour passer à la deuxième partie de notre échange de ce soir, à vous entendre, on a l'impression que vous êtes le plus bon, vous êtes le meilleur dans votre domaine au Cameroun. Il n'y a personne qui vous rivalise. Est-ce que vous avez le sentiment, justement, dans cette logique-là, que c'est vous qui êtes la locomotive de l'orthopédie au Cameroun? Bon, l'amour de l'humilité veut qu'on ne parle pas comme ça. Vous comprenez? Mais l'orthopédie est quelque chose que je disais l'autre jour à Arthur Essomba, qui est notre chef de département. Que Arthur, je ne rigole pas. Parce que l'orthopédie, je l'ai bâti ici devant tout le monde. Bâtonnet par bâtonnet à l'hôpital central. Vous ne pouvez pas me discuter ça. Vous êtes le meilleur. Parce que, en tout cas, j'ai bâti. C'est-à-dire, quand j'arrive en 99, Mignam que j'ai laissé charger de cours en 99 a démissionné. Il a quitté, il était chargé de cours. Moi, il m'a enseigné l'anatomie, non? Quand j'avais commencé les études de médecine ou la spécialité. Mais il a démissionné, il a dit qu'il ne veut pas enseigner. Quand je viens en 99, je trouve que Farid Kouela, mais il est plus souvent à Douala. Personne ne veut faire l'orthopédie à fond et former les gens. Est-ce que Bruno comprend ça? Je vous écoute. Je me mets à les former tous les matins pendant plus de 10 ans. J'ai bâti ça, j'ai formé. Et je vous ai dit qu'un est déjà professeur agrégé depuis l'année dernière, d'accord? Les deux autres, il y a des chargés de cours. Les gars avec qui on est quand même rentré avec. Le seul qui a voulu véritablement enseigner ça, je le dénonce ici. C'est le système qui l'a rejeté. C'est Cyril Takou à Douala. Lui, il voulait. Parce que c'était un sacrifice enseigné. C'est plus facile pour un orthopédiste qui a terminé la formation. La tentation, c'est d'aller s'installer en ville, gagner son argent. L'université lui paye le temps. Quand tu décides de rester dans les hôpitaux d'État pour enseigner l'orthopédie, une orthopédiste, tu perds près de 3 millions par mois. Ou 4. Est-ce que tu comprends ça? Les autres ont décidé d'aller gagner 5 millions. Les seuls qui voulaient vraiment se mettre au service de l'État pour faire ce travail, c'est moi et c'est Cyril Takou. Cyril Takou, sa malchance, c'est qu'à l'époque, l'antibamisme chauffe. Nous devons reconnaître les maux que nous faisons dans notre pays. Et je n'ai pas assez d'étoffe parce que je dois d'abord défendre ma tête. Quand j'ai fini de défendre ma tête, je n'ai pas pu défendre celle de Cyril. Est-ce que vous comprenez pourquoi Cyril n'est pas professeur? C'est le chef de l'orthopédie à l'hôpital général de Douala. Un garçon bien formé par Bana à Dakar et par les gens de la francophonie. Les autres veulent gagner leur vie. C'est qui est légitime. Vous comprenez? Et donc, j'ai bâti bâtonnet par bâtonnet. C'est pourquoi, je le déclare ici, je vais faire une guerre sans merci à ceux qui viennent m'attaquer après plus de 15 ans de sacrifice. Ces orthopédistes qui ont été complices, s'ils ne font pas amende honorable, je les combattais toute ma vie. Vous ne pouvez pas être malhonnête à ce point. Vous venez, vous allez chercher les ronds. Mangala va chercher l'argent à la CNPS. Mangala refuse de venir à l'université. Mon ami Gustave Tchagadigi dit qu'il va chercher les ronds à toi là. C'est mon ami. Mais chacun est libre de faire son choix. Chacun est libre de faire. Mais le problème, c'est que 15 ans après, quand l'État dit quand une femme dit qu'il veut m'exécuter, tu viens là pourquoi? Chacun a ses amis, chacun peut défendre ses engagements. Mais oui, mais le problème, c'est que ce n'est pas toi. Toi, tu es un témoin.
tu es malhonnête. Tu es allé chercher tes ronds. Moi, j'ai fait le sacrifice pour la nation. Quand il y a déjà les résultats, tu viens tourner autour, tu avales la salive, tu tournes autour, et tu mets de l'huile dans le feu, tu donnes à la femme les cartouches qu'il doit me tirer. C'est ça qu'Alexandre Manga a fait. Il est entré dans le match. Je le dénonce ici. Hein? Qu'il m'attaque en justice, je vais le démontrer. D'accord. Prof, on va prendre une transition à la régie et juste derrière, on revient pour aborder les grandes thématiques de l'actualité dans notre pays, notamment le cas de Survival Cameroun, initiative lancée par le mouvement pour la renaissance du Cameroun, qui aujourd'hui est pratiquement la une de l'actualité dans notre pays. On parle des détournements des fonds. Pour certains, certains parlent de 300 000 €, mais tout récemment, on a eu les déclarations du parrain de cette initiative, Maître Christian Timbane Bomo, qui lui parle d'un détournement de 8 millions d'euros. Aujourd'hui encore, certains disent que certains contributeurs de cette initiative auraient volé des cartes bancaires pour contribuer à des fortes sommes d'argent pour pouvoir par la suite les récupérer. Que se passe-t-il exactement au sein de cette initiative Survie Cameroun? Mesdames, Messieurs, on prend une transition et juste derrière, on revient pour aborder avec notre invité. Retour sur le plateau de décryptage. Professeur, vous avez certainement suivi avec beaucoup d'attention cette actualité autour de l'initiative Survival Cameroun lancée par le mouvement pour la renaissance du Cameroun pour venir en aide aux nécessités dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Le président, le professeur Maurice Kamto, avait donc lancé cette initiative et un appel à contribution à tout le peuple camerounais. On a vu une mobilisation très forte de la diaspora qui a contribué et qui a manifesté son intérêt à apporter sa contribution à cette initiative. Finalement, aujourd'hui, on parle des détournements des fonds de cette initiative. On a d'abord présenté le bug, selon le professeur Maurice Kamto, d'un montant de 300 000 €. Aujourd'hui, on parle des détournements, et précisément le parrain de cette initiative, avocat également, Maître Timbane Bomo, qui est basé en Europe, lui parle d'un détournement de 8 millions d'euros. D'abord, comment avez-vous apprécié l'initiative Survival Cameroun? L'initiative Survival Cameroun, sans le dire, était hautement politique. Parce que les partis politiques fonctionnent comme ça. Vous savez, lorsque la Dynamo de Douala... Équipe de football? Oui. A gagné la Coupe de 1980 contre PW2 de Mamenda. Vous savez qu'à l'époque, nous on était petits. La police nous a pratiquement arrêtés à Douala parce qu'elle nous disait, sans écrire, que c'est l'UPC qui est revenu. Parce que Dynamo a gagné. Oui, on dit que c'est l'UPC qui est revenu. Alors, j'étais petit à l'époque, mais l'analyse me fait comprendre qu'en réalité, la phobie de Aïdjoki avait une phobie contre l'UPC. Que l'UPC revient à travers le football. Effectivement, un parti politique peut aller s'exprimer dans des organisations annexes qui n'affichent pas le parti politique. De ce point de vue, c'est une bonne guerre, c'est universel, c'est vu comme le monde. Ce n'est pas le problème. Le problème ici est le problème au sein de MRC, ses sympathisants, et en dehors, dans l'état du Cameroun. Au sein du MRC et ses partisans, la question c'est que ceux qui sont leaders aujourd'hui, qui dénoncent la malgouvernance et qui veulent gouverner demain, ont-ils bien gouverné ou bien ont prévariqué dans cette initiative? Auquel cas, il y a risque de les disqualifier de la gouvernance de demain. C'est le débat qui est un débat interne MRC. OK? Et à mon avis, de ce point de vue-là, les leaders doivent monter patte blanche chacun, s'il n'a pas fait ça.
C'est-à-dire, ils doivent faire l'objet de transparence. Oui. Et surtout présenter les preuves. Et présenter les preuves qu'ils n'ont pas fait ça et qu'ils méritent la confiance du MRC et de ses partis. Mais comment expliquer la cacophonie au sein du mouvement pour la renaissance du Non, Cameroun? non, c'est pas. Chacun doit sauver sa tête. Pena et Koka rejette l'argument de Chacun doit sauver sa tête. informatique. Chacun doit sauver sa tête. Mais on voit que Maurice, comme tu as pris l'avance, il a compris 3 cabinets. Et maintenant, il faut que chez Pena Koka compter ces cabinets, je l'ai dit ici, qu'ils disent, qu'ils proposent quelque chose, mais chacun doit être clair. Sinon, pour que le directoire de MRC soit lavé par ses militants. Mais ça, c'est un problème interne du MRC. Maintenant, quand on revient dans la nation, moi, je suis épiciste. Vous, je ne sais pas ce que là où vous êtes. Le problème est celui-ci. Pourquoi vous voulez nous distraire alors que notre vrai problème est aujourd'hui au Cameroun de la malgouvernance d'une des composantes essentielles de la prévarication. Là, il y a dehors, dans les réseaux sociaux, l'affaire de 250 milliards du Covid qui aurait été détourné pendant qu'on est dedans. Dans ce que certains Camerounais détournent l'argent des Camerounais. Vous voulez nous distraire avec une affaire où les sympathisants et partisans du MRC, la direction du MRC détourne l'argent des sympathisants et partisans du MRC. Parce que si tu n'étais pas partisan du MRC, tu donnes l'argent là-bas. Non. Il n'y a pas que les partisans. Non, les sympathisants. Il y a les militants engagés. Des militants sans engagement, les sympathisants. Et les alliés. Voilà, c'est eux qui ont donné cet argent. En tout cas, c'est la maison MRC. C'est une affaire interne. Ne nous distrayez pas dans une affaire interne qui concerne des millions. Vous voulez amener ça sur un terrain d'une affaire nationale qui contient des centaines de milliards. Mais avant de gérer les milliards, il faudrait déjà qu'on fasse l'objet de transparence. Mais là-bas, c'est l'argent d'une famille. On n'a pas dit que c'est bien. Mais on dit que distinguons bien. C'est comme l'argent interne d'un parti. Et puis, c'est quelques millions. Ici, on a 1 milliard et c'est pour nous tous. C'est l'argent des Camerounais. Là-bas, c'est l'argent des sympathisants. Moi, je ne suis pas MRC, ni partisan, ni allié. Tu as cité tout ça. Est-ce que j'ai donné l'argent? Tu pouvais quand même donner 10 000. Moi, je pouvais quand même donner 50 000, mais je n'ai pas donné. Donc, le débat n'a pas lieu d'être? Non, vous n'avez pas l'amener. Si le MRC l'amène, peut-être, mais c'est un débat interne MRC. Pourquoi? Plusieurs raisons. La première raison, c'est que l'argent interne, à moins qu'il n'y ait des Camerounais externes, l'argent interne des partis politiques, par mauvaises habitudes postcoloniales, fonctionne selon les normes qui ne sont pas les normes établies de l'État. Vous comprenez? Peut-être aussi faute de personnes. C'est-à-dire, dans les partis politiques, dans l'État, il y a un agent comptable, il y a un contrôleur financier, il y a un ordonnateur et il y a une commission de contrôle. Vous comprenez? Pour que l'argent sorte, il y a au moins 3 visas. Il n'y a pas ça dans les partis politiques. Mais les partis politiques sont quand même structurés de telle enseigne que quand il y a une initiative comme celle-là qui a été mise Bruno, sur je me bats dans l'UPC pour que ce soit ainsi. C'est-à-dire que je dois même apprendre aux militants que ne serait-ce quand on te donne des charges, c'est un problème. Donc, vous voulez dire que les responsables des partis politiques gèrent l'argent comme ils veulent, ils font des décaissements comme ils veulent, et après, on ne doit pas rendre compte. C'est à peu près ça. Nous avons besoin d'une éducation financière des citoyens d'abord, et puis des militants des partis politiques et même des cadres. Et leur demander d'instaurer les procédures. Par exemple, aucun parti politique au Cameroun ne fait la DSF, la déclaration statistique et fiscale, en fin d'année. Pourtant, ils touchent l'argent de l'État. Ils se le partagent en billets. Vous comprenez ça? Donc, le problème que le MRC pose, il nous donne l'occasion d'ouvrir la vanne pour la meilleure gestion de l'argent à l'intérieur des partis politiques pour 2 raisons. La première raison, c'est que prenez de bonnes habitudes avant d'arriver au pouvoir. Si vous arrivez au pouvoir avec de mauvaises habitudes, vous ferez pire.
Si on détourne avant d'arriver au pouvoir, s'il y a des problèmes de bugs qui sont c'est contestés, pire encore, affirmés, est-ce qu'à Bruno, partir de ce moment, si on ouvre le pan de voile dans d'autres partis politiques, on risque d'arriver à des solutions ou alors à des situations extrêmement Moi, compliquées? je vous ai divisé le problème en deux. Le problème à l'intérieur d'un parti et le problème À l'extérieur. à l'extérieur. Pour le moment, je voudrais d'abord qu'on scrute le problème à l'intérieur des partis politiques qui doivent faire l'objet de Moi, transparence. j'ai dit Je ce suis qu'il faut d'accord faire. avec vous. Comme si on dit qu'il y a 3 cabinets de 3 pays différents et qu'on lui a dit le bug, c'est le cabinet qui ont dit. Maintenant, il doit commander d'autres pour lever le bug. Le bug, ça dit c'est coincé. Pour le diagnostic précis. Où est-ce que c'est coincé? Combien de millions ont disparu? Il faut qu'il aille en avant. Pour le cas d'espèce, le bug n'est pas coincé, professeur. Il n'y a plus cet argent. Cet argent n'a jamais existé selon les conclusions des 3 cabinets qui parlent de bug. Ça veut dire qu'on ne peut pas débugger en fait. On ne peut pas débugger, l'argent n'existe plus. Il n'a jamais existé. On ne peut pas dire que 200 millions ont disparu et on ne trouve pas un seul responsable. C'est pas possible. On va trouver quelques personnes. Donne ce qu'on a trouvé et qu'on laisse la portion qu'on ne trouve pas. Mais vous ne pouvez pas dire qu'on n'a pas tout trouvé. C'est quand même 200 millions. Les MR6 doivent insister pour qu'on trouve quelques personnes qui ont prévariqué cet argent-là. Et si on ne trouve pas, quel peut être maintenant, le problème, c'est que si le MRC insiste, s'il n'insiste pas, on laisse ça comme ça parce que tous les autres partis politiques font comme ça. C'est-à-dire que quand le RDPC qui est au pouvoir va en campagne à Yabassi, il y a un type qui les suit avec un sac d'argent. D'accord? L'argent qu'on distribue pendant les campagnes là, il n'y a pas les reçus. Ok? Vous savez ça au moins, non? Vous avez sûrement participé aux campagnes du RDPC. J'ai vu, je n'ai pas participé, mais j'ai vu. Les 2000 qu'on donne là, personne ne marge. Et donc, qu'est-ce qui montre que quand on donne, je dis n'importe quoi, 5 millions à un type au palais des congrès pour aller au meeting en Konsamba, comment on est sûr qu'il a donné les 5 millions aux militants? Donc le problème de détournement au sein des partis n'est pas atypique au MRC. Non! Ça fonctionne comme ça partout ailleurs. Non, c'est n'importe où. C'est avant les détournements, même les mauvaises habitudes financières à l'intérieur des partis. Même à l'UPC. Oui. C'est un combat. Et c'est un problème mondial. Vous savez que ça a causé au tribunal pour ça. D'accord? C'est-à-dire qu'il a pris l'argent chez Kadhafi. Vous savez que le président Chirac a été au tribunal pour ça. C'est-à-dire qu'il a pris l'argent à la mairie de Paris. Est-ce que vous comprenez? C'est donc une mauvaise habitude mondiale à l'intérieur des partis politiques. Il faut se lever pour comprendre ça et régler ce problème, proposer des solutions. Ce problème. Ce qui n'est pas juste, c'est de vouloir stigmatiser un parti, profiter pour bousiller un homme ou un parti pour ça. Parce qu'il faut savoir que, et là je rectifie, je corrige, il y a de moi une opinion qui m'a reproché d'avoir dit, si vous bousez Kamteno Reski. Mais c'est le seul vrai opposant là-dehors. C'est de ça que je parle. Donc vous êtes des pseudo-opposants. Vous n'êtes pas des opposants. Moi, je ne suis pas élu comme lui. Je ne suis pas chef d'un parti. Mais vous êtes chef de file. Je suis cadre. Attendez, l'UPC appelle ça les directeurs. Je suis un directeur de l'UPC parce que je suis dans le comité directeur. Et je suis un simple conseiller d'un responsable à président. Mais vous êtes de l'opposition. Oui. Donc vous estimez qu'au sein de l'UPC, il n'y a pas un opposant, il n'y a pas un vrai opposant au sein de l'UPC. Parce que je ne suis pas chef. Comme chef, non. Mais comme individu, oui. Je ne me cache pas comme opposant. Mais je ne suis pas le chef de l'UPC. L'UPC a un secrétaire général, vous connaissez son nom, c'est le docteur Balega Nkoli, passe demain à la reine. Et puis il y a un président, Abiba Issa. C'est pas moi. Donc, mais quand tu es le chef du MLC incontesté. Même le docteur Balegal n'est pas un vrai opposant. Ça, c'est un autre débat. Bruno, vous aimez les problèmes. Je n'aime pas. Vous aimez entrer dans les partis politiques. Je vous pose des questions, tout simplement. On ne parle pas de Balegal. Parce que vous avez dit tout à l'heure que, on ne parle de Balegal. Je dis comme chef de parti, opposant viable là dehors, qui fait le travail de l'opposition. C'est Maurice Kamto. C'est quoi, selon vous, le travail de l'opposition? S'opposer, c'est-à-dire contester tout ce que vous faites. Vous qui êtes au pouvoir, même quand c'est bon. Ne demandez pas qu'ils soient avec. Ne cherchez pas leur bonté. C'est à eux-mêmes de juger.
les questions qu'on appelle les questions qui nécessitent l'union sacrée. Donc, il faut s'opposer pour s'opposer. C'est le rôle. Pourquoi, Bruno, dans l'histoire politique de l'humanité? Parce que les partis politiques, c'est 1800, hein? On avait 1848, les nationalités. C'est là qu'on crée les premiers partis politiques. Il y a 2 siècles et demi à peine. Les partis politiques n'existaient pas avant, dans tout le monde entier. OK? Les partis politiques suivent récemment, simplement. Le but de l'opposition, c'est d'aider ceux qui gouvernent à dépister leurs mauvaises graines. Parce que Bruno, le jour où vous êtes au pouvoir, c'est vos propres amis et frères qui détruisent votre pouvoir en prévariquant et en mal gouvernant. Ils profitent de la couverture que vous êtes leurs frères et font des abus aux autres et pillent le pays. Et l'opposition vous aide. Et vous aide pourquoi? Parce que son rôle, ici au Cameroun, l'opération Aupervier, souvenez-vous, c'est Mounchipou. Moi, j'ai terminé mes études à Genève. L'affaire Mounchipou, c'est le SDF qui déclenche. Vous comprenez? Le rôle de l'opposition est importante pour vous, pour gouverner demain. Ne détruisez pas l'opposition. Parce que l'opposition vous aide à dépister les mauvaises graines de votre propre système. Si vous n'avez pas d'opposition, personne ne les dénonce. Et parfois, les mauvaises graines de votre système sont plus nombreuses et plus destructrices que les graines de l'opposition. Donc c'est de bon ton aujourd'hui que le Cameroun compte 330 partis politiques de l'opposition. Je vous ai dit que le vrai opposant qui fait son travail, c'est Kamto. C'est une chance. Les autres, ils veulent entrer dans la mangeoire, ils ne veulent pas s'opposer. Kamto, lui, est clair. Il veut vous remplacer. C'est ça un opposant. Il attend quand le peuple va lui faire confiance pour vous remplacer. Mais entre-temps, il n'est pas avec vous. Sauf peut-être sur la base d'une plateforme. En tout cas, c'est le seul qui nous pose ça. Donc, pour ça, je dois dire au Camerounais qu'on dit, je n'ai pas dit que s'il n'est pas là, le Cameroun tombe. Mais au moins, laissez-nous avoir un opposant qui peut parler, qui peut contester. Mais il le fait, librement. Non, mais écoute, ça ressemble à une manœuvre. C'est-à-dire que les gens veulent maintenant on veut lui trouver quelque chose. Absolument. Mais ça ne vient pas d'ailleurs, ça vient de son propre parti politique où on conteste ce qu'il a présenté comme étant un bug. Oui. Et c'est son allié politique qui était à la charge de l'initiative Survival Cameroun qui en est l'auteur. Ça ne vient pas de l'extérieur, ça vient de l'intérieur. Non, c'est que vous voulez postuler, Bruno. Vous êtes en train de postuler au sein d'un parti politique. C'est un homme pauvre, tranquille, c'est homogène, c'est tout le monde un parti politique. C'est pas ça. Les partis politiques ont à l'intérieur et des tops, et des non-croyants, et des calculateurs, et toutes sortes de personnes. Et puis il y a même la rivalité humaine. Donc vous voulez dire que Pendaye Koka est une top? Vous avez choisi une des choses que j'ai dit. J'ai dit qu'il y a la rivalité humaine aussi. J'ai dit qu'il y a des tops. J'ai dit qu'il y a... Vous choisissez seulement la toperie. Ou alors vous le mettez dans le tout? Je ne sais pas ce qu'il est, en réalité. Mais seulement je dis que c'est faux de penser que là-bas c'est un long pauvre tranquille. Est-ce que dans le RDPC c'est un long pauvre tranquille? Vous avez mis mon ami là dehors, non? Vous avez suspendu mes sangas, non? Vous avez mis... comment s'appelle mon ami de BMAC là, qui était avec nous dimanche? Vous voulez parler de dimanche à l'émission? Oui, on était ici dimanche. Hein? Vous l'avez chassé, il était maire à BMAC. Ah oui, vous voulez parler de Saint-Éloi Bidou? Saint-Éloi Bidou. Vous avez chassé Saint-Éloi, non? Non, les partis politiques, c'est pas comme ça. Les partis politiques, parce qu'ils veulent obéir à une géopolitique, ok, peuvent, à un certain géopolitique, à un certain équilibre, à une certaine alchimie, peuvent admettre à des positions diverses des personnes relativement à l'antipode même de l'idéal du parti. Ceci veut dire que je ne veux pas, vous mettez à une position où je ressens Bakage défendre Kamto. Non, c'est pas ça. Je ne défends pas. Mais je vous dis que n'ayons pas un pays sans opposition, n'acceptons pas un pays sans opposition. Nous devons à chaque fois avoir une opposition. Et vous estimez que... C'est le rôle que Kamto joue là aujourd'hui. Dans les années 90, Froum là joue aussi.
Ok, mais elle a dû s'épuiser. Alors, ce qu'on retient de vous ce soir, professeur Jean Baïbek, c'est qu'il n'y a pas de position au Cameroun et que le seul parti d'opposition, le seul leader d'opposition que vous considérez, c'est le professeur Maurice Kamto. Non, je dis c'est le moins mauvais ou c'est le meilleur. D'accord, même pas au sein de votre parti politique. Lorsqu'on revient un peu sur la nomenclature de l'opposition camerounaise, le professeur Jean Baïbek, tout à l'heure, vous parliez de ce qu'ils veulent se mettre au niveau de la mangeoire, c'est-à-dire avoir un strapontin au niveau du gouvernement, mais d'autres partis politiques également sont en train de faire leur bonhomme de chemin. Est-ce que vous les mettez tous dans ceux-là qui veulent des alliances avec le parti au pouvoir pour avoir un poste au gouvernement? Et pourtant, il y a d'autres partis politiques qui fonctionnent, qui ne veulent pas cela, mais qui peut-être n'ont pas de moyens de se déployer. Il y a par exemple le PCRN, on a également... L'extrême majorité va entrer dans la mangeoire. L'extrême majorité. La grande, la très large et l'extrême. Il y a que des très exceptions qui veulent vraiment faire l'opposition et concourir le pouvoir en soi. Nous, à l'UPC, c'est l'un des fondamentalistes de l'UPC. C'est le débat. C'est que les kodokistes vont continuer la logique d'un homme que j'ai respecté personnellement, Le chef AFK, moi je le respectais beaucoup pour ses performances économiques. Mais son choix d'abandonner la conquête du pouvoir et s'accrocher sur le RDPC, les fondamentalistes, on est con. Ils sont combien, ces fondamentalistes au sein de l'UPC aujourd'hui? Ben écoutez, l'essentiel dans la vie n'est pas le nombre. Le nombre, c'est le jour du vote. Ce qui est important, c'est la puissance de la pensée. Sa pureté, son honnêteté, sa justesse. Est-ce que vous êtes assez et la vérité n'est pas démocratique, n'obéit pas à la démocratie. Ce qui nous importe, c'est ça. Et la puissance de notre pensée, nous la défendons, nous la soutenons. Nous la tiendrons, nous tiendrons jusqu'au bout. Parce que nous avons l'argument fort, c'est quoi les fondamentaux? Notre argument fort, c'est que nous sommes pour la pensée des pères fondateurs, Oumniobe et les autres. C'est cette pensée que nous voulons. Et l'été, nous étions cela parce que, depuis la disparition de Oumniobe, les Camerounais ont essayé tout, rien n'a marché. La seule chose qu'on n'a pas essayé, c'est l'école, la doctrine de Oum et de ses pères. C'est-à-dire Wandi, Oumi, Inge, même des Toumaza, on n'a pas appliqué ça. C'est ça qui reste à appliquer. Et c'est ça la solution du Cameroun et de toute l'Afrique francophone, c'est d'appliquer la doctrine de Oum. Si on n'applique pas, on n'a pas d'alternative, on ne s'en sortira pas. Mais ça nous demande de former bien les fondamentalistes à une ouverture, à une tolérance, à une réconciliation avec le passé, avec les pires ennemis d'hier, pour pouvoir s'en sortir. Parce que nous n'en sortirons pas. Et c'est l'un de mes combats. C'est-à-dire qu'avec les fondamentaux, il y a les durs, eux ils disent qu'ils sont révolutionnaires. Et vous savez ce que veut dire le mot révolution? Allez lire. Le mot révolution est trop dur. Je leur dis, comment vous allez faire? Qui d'entre nous n'a pas des frères, des cousins, des amis de l'autre côté, dans le camp Ojoula, dans le néocolonialisme, dans la malgouvernance? Si nous, comme nous voulons faire la révolution, nous allons faire ce que la révolution fait à qui et laisser qui. D'accord, prof. Nous n'avons pas d'alternative, mais nous devons connaître la vérité, faire la part de la mauvaise foi. Et c'est là que nous allons être durs. Et faire la part de la bonne foi. C'est là que le pardon et la réconciliation interviendront. Sur la base de la bonne foi. Alors, prof, certains téléspectateurs estiment que vous évitez le cas du MRC, du détournement des fonds là-bas. Pourtant, vous êtes très opposé au détournement des fonds publics, mais que vous semblez aujourd'hui courtiser. Moi, je vous ai dit parce que vous avez peur des réactions qui pourraient s'ensuivre sur les réseaux sociaux. Lorsqu'on sait comment est-ce que les militants du MRC se comportent envers ceux qui sont contre Maurice Kamto. Non, moi, je n'ai pas peur des réseaux sociaux parce que je pense que ce que je dis est juste et s'explique. Mais je n'ai pas peur de... Oh, est-ce que j'ai peur de... Parce que les réseaux sociaux... Moi, je suis un type qui est essentiellement cérébral. Je suis un type qui pense. Et j'organise ma pensée. Et j'organise ma vie. Je ne pense pas que... ce que je dis par rapport à cette affaire est destructif, c'est pas destructif. Il n'y a aucun parti politique
qui fait ça. C'est une mauvaise habitude internationale. C'est une mauvaise habitude même nationale. Mais, je dis à Kamtongo, là-bas à l'intérieur, quand vous allez à l'intérieur, allez là-bas à l'intérieur, faites le clair. Et Kouka, fais le clair. Ne dis pas seulement que tu ne crois pas. Fais le clair. Et aux militants MSC, aux sympathisants MSC, demandez les comptes. Parce que vous voulez leur faire confiance pour diriger le pays. Alors ils doivent donner les comptes. Mais simplement, vous, Bruno, ne vous mêlez pas de ça, sauf si les militants nous appellent. Moi, je suis journaliste, donc je parle mais le problème, c'est que si tu veux faire ça au MSC, fais ça au RDPC. On le fait à chaque fois. Fais-le à tous les partis. Demande au RDPC qu'ils te disent où ils prennent l'argent des campagnes. Ça provient des cotisations, comme dans tous les partis politiques. Mais oui, mais quand tu sors de la liste. D'accord. Alors, prof, je voulais et la liste des dépenses. Et la liste des campagnes. Tu peux t'en sortir. Je voulais qu'on parle d'autres sujets d'actualité, professeur. Il y a 2 jours exactement, 2 jeunes Camerounais se sont fait condamner à Douala parce qu'ils sont soupçonnés d'être homosexuels. Vous avez suivi cette actualité? Vous avez entendu parler de Shakiro? Je ne suis pas trop ça. Je ne suis pas trop ça parce que même si l'homosexualité, c'est une notion qui existe dans l'histoire même antique, ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est que tout ce qui existe dans la société humaine ne peut pas devenir officiel. Il y a des choses interdites que les gens font. Mais on ne peut pas les rendre officielles parce que c'est contre nature. Et parce que ça n'appartient pas dans notre culture. L'homosexualité chez nous est comme la prostitution. Il y a des pays où on appelle la prostitution le travail. Nous, on ne peut pas appeler ça le travail. Parce que le travail n'apporte pas seulement l'argent à l'être humain. Le travail apporte aussi la dignité. Je n'ai jamais entendu qu'une prostituée marche avec une carte de visite, affirme et veut que son enfant devienne prostituée. Ça ne peut pas être le travail. Le travail nous apporte, Voltaire le dit dans Candide, il nous éloigne du vice, de la nuit et du besoin. OK? Mais il y a quelque chose qui nous apporte la dignité sociale. Mais sur les réseaux sociaux. Je travaille voici ma carte de visite. OK? Donc, les affaires comme l'homosexuel, moi je ne m'inscris pas là-dedans, donc je ne suis même pas trop ça. Mais sur les réseaux sociaux, certains ont estimé que la décision a été trop excessive. 5 ans d'emprisonnement pour ces 2 jeunes Camerounais qui s'affichaient publiquement sur les réseaux sociaux comme étant des transgenres, comme étant des homosexuels. Est-ce que c'est également... Moi, je ne leur conseillerais pas de faire ça. Ce que je peux leur conseiller, s'il y a quelque chose à dire, c'est que si vous avez la pratique homosexuelle, cachez-vous au moins. Parce qu'un peuple a une culture a des mœurs. Et l'homosexualité ne fait pas partie de nos mœurs. OK? Comme la polygamie faisait partie de nos mœurs et est en train de partir. C'est une affaire de mœurs. Et un peuple se reconnaît par sa culture, ou ses mœurs, ses langues, ses religions. L'homosexualité n'est pas notre religion, mais on n'a pas dit que ceux qui veulent l'officialiser là-bas dans leur pays, l'officialiser ici, tu veux absolument faire ça de façon ostentatoire. Tu voyages, tu vas là-bas. Mais ici au Cameroun, ici en Afrique noire, non. Un Bantou, un Peul n'est pas homosexuel. N'affiche pas l'homosexualité même s'il a les tendances. OK? C'est une affaire de mœurs et de culture. Ce n'est pas notre culture. Le problème, c'est que les gens pensent ailleurs, les cultures fortes, parce qu'elles sont fortes économiquement, on pense qu'ils vont nous imposer leur culture. Non. Vous êtes, je ne sais pas, à Copenhague ou à Munich, vous acceptez l'homosexualité et vous voulez que nous on accepte ça. D'accord. Parce que vous avez accepté. Vous piquez, on fume la marijuana dans le bus et vous voulez que nous on fume ça. Non. Chaque peuple a ses habitudes, ses cultures et ça, on tient à ça. Qu'on nous laisse tranquille avec la pression de l'homosexualité. Et nos compatriotes qui sont homosexuels, qui comprennent que l'humilité veut que s'ils veulent vivre ici, ils le fassent discrètement. S'ils veulent le faire ostentatoirement, c'est comme les bonneries, les femmes. Quand tu es marié en monogamie, OK, moi je suis comme ça, OK. Si tu veux avoir une maîtresse, parce que tu as fait la monogamie, tu caches, non? Les bonneries, c'est quoi, prof? Non, tu veux une maîtresse, tu veux une autre femme qui n'est pas ta femme. Une tisa. Voilà,
Ok? Vous cachez ça, non? Puisque tu t'es engagé devant le maire et devant la loi et devant Dieu. Tu ne peux pas rendre ça comme si toi tu étais polygame. Parce que tu n'as pas pu faire la polygamie. D'accord? Donc il y a ça. Dans nos normes sociales, il n'y a pas l'homosexualité. Je suis désolé. Donc il vous arrive parfois de le faire, mais de le cacher? Non, c'est pas ça qu'on voulait dire. On voulait dire qu'il y a le problème de la norme et la non-norme. C'est ça le principe. Ce qui est normé, ce qui est la règle. La norme veut que quand tu trouves un vieux aligné, quand tu es aligné à la banque, un vieux vient, ou bien une femme enceinte, tu la laisses passer avant, mais ce n'est pas une loi. D'accord? Si tu ne respectes ça, on ne va pas accepter. Donc que les homosexuels nous laissent un peu tranquilles. Mais nous n'allons pas combattre l'homosexualité ni à Paris, ni à Londres, ni à Francfort. Mais au Cameroun, oui. Donc vous êtes d'accord avec la condamnation? Ben, je n'ai pas suivi le jugement incomplet, mais je condamne l'homosexualité. D'accord. Au Cameroun, j'accepte l'homosexualité dans les sociétés qui l'ont accepté dans les mœurs. Et c'est ça le principe fondamental. Une société a une culture avec des mœurs. Alors, prof, parlons d'autre chose à présent. Ça s'appelle l'outrage à la pudeur chez nous. Depuis un certain moment, on a comme l'impression au Cameroun qu'il y a aujourd'hui une sorte de crise de confiance entre les autorités administratives et les populations. À chaque fois qu'une autorité prend une décision, on a comme l'impression que cette décision est bafouée par les populations, comme par exemple pour le cas de la Covid-19, on a le port du cache-nez, le respect des mesures barrières. Personne ne respecte quoi que ce soit. Dans d'autres localités, même on a vu l'autorité administrative rejetée. Même au sein de l'État, on a comme l'impression que l'État s'est détourné de ses principales mission et que parfois l'État donne des objectifs à suivre et lui-même ne les respecte pas. Selon vous, quelle peut être la cause et les conséquences de cette crise de confiance entre l'administration et les administrés? Je pense que ce n'est pas une question facile. Mais ce que moi je peux dire, je pense que pour qu'on soit respecté, il faut distinguer deux types de respect. Ce que j'appelle le pseudo-respect, qui est le respect dû à la crainte de la sanction que tu pourrais infliger au nom du pouvoir que tu as. Le pouvoir politique, le pouvoir économique, le pouvoir patronal, par exemple, ou le pouvoir familial. Ce n'est pas le vrai respect, c'est le pseudo-respect. À côté de cela, il y a le vrai respect. Le vrai respect, c'est celui qui est indépendant de la situation de pouvoir. Celui qui restera, et il est vrai, parce que lui, il restera tout le temps, ou pendant très longtemps. Alors que l'autre, il se confond un peu à l'amour, il se confond un peu à l'idolâtrie. Alors que l'autre respect, dès que tu as perdu le pouvoir, il disparaît. Et moi, j'ai la chance de voir dans ma patientèle, par exemple, les anciens préfets, ou les anciens préfets. Je vous assure, ça dépend de ça. Si un type a fait toute sa carrière de la préfectorale, rien qu'à mater des gens, est très malheureux quand on prend la retraite. À l'inverse, quand on a fait sa carrière à servir les gens, on a une énorme carrière. Les gens vous suivent à l'appel, s'ils ne vous appellent. Et donc, ce que la gouvernance doit avoir, ce qu'on voit dans ça, ce que moi je considère dans ça, le problème fondamental est ici, et pour nous, de nous faire respecter par ce vrai respect, le respect non imposé. C'est lui qui dure. Et c'est lui qui fait marcher spontanément les gens. Par contre, pour qu'il arrive, qu'est-ce qu'il nous faut donc? Pour qu'on soit respecté sans forcer, sans autorité, sans décret. Eh bien, la première chose, c'est l'exemplarité. Il faut être exemplaire. Il faut être exemplaire. Dans l'exercice de ses fonctions. Dans sa vie même. Il faut faire l'effort. Personne n'est parfait. Mais il faut faire l'effort d'être dans le moins possible dans le mauvais coup, dans le mauvais affaire. Personne n'est parfait. Première, c'est l'exemplarité. Deuxième chose, après l'exemplarité, la serviabilité. Les citoyens doivent avoir le sentiment que
Bruno est là, mais il faut nous aider. Aussi bien au village, chez les amis, aux alentours, chez le patron. Quand tu veux travailler, moi, ma gouvernante, c'est elle qui décide ce qu'on va manger. Vous ne lui imposez pas. Non, c'est elle qui décide. Madame Tina, qu'est-ce qu'on va manger? C'est elle qui décide. On a du mal à croire que quelqu'un qui est aussi téméraire mais comme oui, vous impose des repas. Malheureusement, c'est elle qui décide. La même chose quand j'arrive à l'hôpital, c'est Genilo, la chef du technicien de surface. Elle peut dire que je ne paie pas. Maman, je peux opérer. Elle dit non. La dernière fois, c'était une technicienne à la banque de sang. Je vais opérer, il y a un effet de transfusion. Elle dit qu'elle n'a pas encore testé le temps, j'attends. Ah bon? Heureusement, il y avait 2 malades. Ok. Je vais attendre. Parce que je suis en contrepartie impardonnable s'il y a une faute. C'est moi le grand chef. Vous comprenez? Je reste dans mon chef. Mais c'est elle qui doit régler l'affaire du sang. Il faut que ce soit sans faute. Elle dit que professeur, attends, vous ne pouvez pas opérer maintenant. Comment elle dit dans 2 heures? Ben écoute, heureusement, il y avait un autre malade. Vous comprenez? C'est-à-dire que il faut que les citoyens nous respectent parce que, nous sommes exemplaires, ou nous cherchons l'exemplarité. Personne n'est pas fait ça. Et deuxièmement, nous voulons le bien-être, son bien-être, le bien-être général. Mais si on a une administration qui d'abord, elle pille, vous croyez que les citoyens ne savent pas qu'on pille le pays? Après ça, il y a un gomme. On doit se lever quand il entre. Quelle est cette habitude? Parfois, même les plus petits, jeunes, il est plus petit, c'est-à-dire que même le niveau, il n'a pas ça. Il n'a pas le niveau de mes élèves. Il faut que quand il entre, parce qu'on a nommé, moi je me lève. C'est hors de question pour vous. Je ris seulement, je ne m'occupe même pas de lui. C'est-à-dire que je ne l'ai même pas vu. Il se rend compte que je ne l'ai pas vu. Puisque moi, je ne viendrai pas dans ton bureau te demander une faveur. Je ne parle pas dans le ministère. Je parle là-bas. On vous a dit un jour qu'on m'a vu dans un ministère. Vous n'avez pas d'amis ministres? Non. J'ai des camarades là-bas. Mais même eux, je ne veux pas l'encombrer, je ne veux pas le gêner. Puisque je ne sais pas comment le faire de lui rendre visite, si ça ne le gêne pas, s'il n'a pas peur, s'il n'a pas honte, je ne le gêne pas. Il y a beaucoup, certains à qui je téléphone. De temps en temps, et je téléphone quand je veux quelque chose. Mais je ne vais pas le gêner. Est-ce qu'il y a des ministres que vous appréciez dans le travail en fait, je peux citer des choses bien précises. C'est-à-dire que, par exemple, moi, quand on a décidé que le recteur a écrit qu'on remette mon salaire, Moutazé a remis mon salaire. Immédiatement? Presque. Avec la copie. Puisque Femme Ndonga a confisqué l'original. Avec la copie. Je lui transporte la copie. Il demande qu'on me paye. Je lui ai même son numéro autrement. Je lui ai envoyé un message, mais il n'a même pas répondu. Le ministre, lui... Il n'a même pas répondu. Mais j'ai apprécié ça. Il a seulement fait son travail. Oui, il ne veut même pas mes remerciements. C'est comme ça qu'on travaille. Si elle a bien fait ça, c'est parce qu'il fait bien les autres choses. Vous comprenez? Mais quand quelqu'un fait quelque chose de vraiment bien que tu as apprécié, il faut dire. Il y a un autre ministre? Moi, j'ai aimé, par exemple, quand le vieux Mangangele a mis les femmes policières. Et je crois que à Yaoundé, en tant que citoyen, je ne me suis jamais aussi senti, aussi bien en sécurité, aussi bien en bon rapport avec la police. Parce qu'il y avait les femmes? Les femmes ne dérangent pas. Elles dirigent la circulation, elles ne dérangent pas. D'accord. Alors, prof, il nous reste quelques minutes seulement ensemble. Si vous arrivez, si on vous demandait de donner celui qui vous pouvez choisir comme étant le prochain président de la République du Cameroun après Monsieur Paul Biya, est-ce que vous avez un nom? Est-ce que vous avez un profil de celui que vous vouliez voir comme étant le prochain président du Cameroun? Alors, bon, ce n'est pas comme ça que je ferais. Ce que je ferais, je dirais d'abord les questions difficiles à résoudre. Et il faut que chacun candidat donne la réponse. Quelles sont ces questions? Comme on disait en quatrième, un système d'équations à 3 écoles. Eh bien, un système de 3 équations. Le Cameroun est un système de 10 équations. Je vais citer quelques-unes. Si tu as envie de diriger le Cameroun, il faut savoir que 1, tu dois terminer la guerre Boko Haram. 2, tu dois mettre fin
à la guerre de l'Est-Cameroun occidental, ce qu'on appelle le Nozo. Et surtout, mettre la paix là-bas. Parce que mettre fin à la guerre n'est pas mettre la paix. Après ça, tu dois régler le problème de la base. Après ça, tu dois faire le consensus politique entre le MSC qui conteste, entre le SDF qui est en train de disparaître et l'UPC qui a amené l'État au tribunal. Parce que l'UPC est au tribunal avec l'État. Après ça, tu dois régler le problème du néocolonialisme qui te guette avec le CFA. Tu dois régler ce problème. Tu dois régler le problème des infrastructures. Tu dois régler le problème de l'eau. Tu dois régler le problème de l'énergie. Tu dois régler le problème de la santé. Tu dois régler le problème de l'éducation. Tu as donc un système de 10 équations qui ont 20 inconnus. C'est là le débat. Et donc, ce n'est pas facile. Tu vas embrasser ça. Est-ce que tu as au moins des premières idées de comment tu vas résoudre ces problèmes? Est-ce que tu as réfléchi? Il ne s'agit pas d'une position pour aller se sucrer et avoir la limousine et rester au palais. Ce n'est pas ça. Il s'agit de résoudre ces problèmes. Et la pression du peuple est là. C'est ça le vrai débat. Et le vrai débat ici, c'est que comment est-ce que tu veux résoudre chaque problème, avec quels moyens et quelle méthode? Si tu as répondu à ça, on va voir ce que tu prends. Moi, en tant que Baïbek, je te donne une autre. Je dis qu'ok, je donne ma... Mais si tu ne peux pas répondre à ça, ce qui t'intéresse, c'est d'être seulement là-bas. Est-ce que vous n'êtes pas un peu trop surréaliste? C'est-à-dire, la méthode que vous posez sur la table n'est pratiquement pas possible. Et chaque parti politique présente mais on n'a pas d'alternative. Un programme politique pour être élu. Non, mais on n'a pas d'alternative. C'est ce problème qu'on doit résoudre pour sortir le Cameroun de l'île. Et c'est sur ça qu'on doit se prononcer. Et montrer qu'on est à la hauteur. Si on ne peut pas se prononcer sur ces 10 problèmes, à mon avis, on est disqualifié. On peut bien présenter des solutions à vos équations et après, une fois porté à la tête de l'État. Non, mais la réponse ne suffit pas parce que tu peux être un type intelligent. Maintenant, il faut nous montrer aussi que la première chose, est-ce que tu peux attirer la sympathie des Camerounais pour qu'ils te votent pour ça? 2, l'adhésion de la majorité. À mon avis, il faut que tu aies une majorité de près de 60% au moins. Parce que les Antilles ne manquent jamais, qui te détestent. OK? Une fois que tu as cette majorité, est-ce que tu peux former une équipe? Une équipe capable de vous accompagner? Mais oui! Toi-même, tu n'as aucune formation. Ou bien tu as une formation très moyenne. Ou bien tu n'as pas de bilan. Tu n'as jamais eu ni une plantation, ni un atelier, ni un cabinet, ni un emploi, ni un concours. Mais tu dis déjà que tu vas nous changer la vie. Est-ce que tu comprends? Quel est ton parcours et ton bilan? Maintenant, je viens sur toi-même, l'individu. Qu'est-ce que tu as fait avant? Pour toi et ta famille et tes amis. Pour dire maintenant que tu vas faire pour nous tout dans la nation. Parce que si tu n'as ni plantation, ni cabinet, ni atelier, ni emploi, ni concours de la fonction privée, gars, toi seul, tu as raté tout ça. Mais dis que tu as ta boutique, dis que tu as ton salon de coiffure, dis-nous ce que tu as. Dis que tu as ton plantation de manioc ou de cacao. Montre-nous ce que tu as fait. Tu as fait quelque chose. Tu es marié, tu as les enfants. Ils vont à l'école. Tu nourris une femme, tu as les cousins dans ton village, on t'aime. Dis-nous tout ça. Il faut nous montrer dans ton parcours que tu nous mérites la confiance. Pas tes résultats, c'est les résultats. Tes résultats antérieurs. Avant ça, il faut que tu aies des résultats antérieurs. Pour moi. Sinon, on est en train d'aller naviguer à vue. Et nous devons nous-mêmes encourager et susciter nos leaders demain. Il peut arriver que dans une génération, on n'ait pas de leader. Auquel cas nous devons susciter dans la génération suivante. C'est possible que dans une génération, on n'ait pas de leader. Des pays entiers ont manqué de leaders dans l'histoire de l'humanité et sont allés chercher un leader dans un autre pays. Ça existe. Lisez l'histoire. La France a fait ça avec le général, j'oublie son nom, qui est allé gouverner le Danemark, un Français. Le Danemark, c'est pour un moment, il n'y a aucun leader, aucun Danemark capable de... Ils se neutralisaient entre eux. Ils sont allés chercher Napoléon leur a donné un général. D'accord.
Merci à vous, professeur. Malheureusement, le temps imparti à cette émission est arrivé à son terme. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci également à tous nos compatriotes qui ont suivi. Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous avoir regardés ce soir. Les programmes se poursuivent sur la télévision africaine. Le week-end est alléchant sur Vision 4 Télévision. Je vous donne rendez-vous dimanche lorsqu'il sera 11h dans le cadre du programme Club d'élite. D'ici là, bon début de week-end à tous. Excellente soirée.